avançons avec le presque quart de siècle de la Banque Centrale Européenne, un anniversaire alors qui sera célébré techniquement, strictement le 1er juin prochain, dans une dizaine de jours. Le 1er juin 1998, c'était effectivement la naissance officielle de la BCE et on ne se privera pas de revenir sur ces 25 premières années de la Banque Centrale Européenne avec Bastien Dreux qui est avec nous par téléphone, le responsable de la stratégie de la recherche économique de CPR Asset Management. Bonjour et bienvenue Bastien. Merci Bonjour. beaucoup d'être avec nous. Effectivement, 25 ans, un quart de siècle, ça permet de redonner peut-être un peu de perspective historique sur cette jeune banque centrale qu'est la Banque Centrale Européenne, qui a été créée effectivement le 1er juin 1998 pour la date officielle, Bastien. Une naissance d'ailleurs qui s'est faite de manière assez classique dans le monde des banques centrales à l'époque. Oui, ce qu'on dit souvent, c'est que la BCE a été construite sur le modèle de la Bundesbank, donc la banque centrale allemande. Et pour rappel, les deux sont implantés à Francfort. Alors, le mode de fonctionnement de la BCE, il a énormément changé depuis 25 ans. On est passé d'une banque centrale qui conduit sa politique monétaire uniquement avec ses taux directeurs, à une banque centrale qui manie aujourd'hui un large éventail d'outils d'instruments de politique monétaire non conventionnels. Mais ça n'a clairement pas été facile et il y a eu une mue qui a été quand même très très longue pour devenir ce que la BCE est aujourd'hui. Aujourd'hui, par exemple, on parle beaucoup de l'énormité du bilan de la BCE, on parle beaucoup du QE de la BCE. Mais le moins qu'on puisse dire, et là il faut revenir un peu dans le temps, c'est que l'idée que la BCE puisse acheter massivement des titres dans le cadre de sa politique monétaire n'a pas du tout été de soi, notamment en raison d'un certain conservatisme de la part des gouverneurs des pays du nord de l'Europe. Alors il y avait bien eu un programme SMP au début de la crise de la zone euro, mais le SMP il a eu des effets qui étaient relativement faibles, notamment à cause de la faible taille, du manque de transparence, puis aussi de la stérilisation des achats. Et il y a même eu une période de 3 ans, donc une période quand même très longue de 2012 à 2015, en plein pendant la crise de la zone euro, où il n'y a eu aucun achat d'obligations souveraines de la part de l'eurosystème, alors qu'il y avait déjà eu le QE1, QE2, QE3 de la Fed depuis 2008, et puis il y avait la politique de Abenomics de la Banque du Japon qui avait déjà été mise en place. Donc il y avait vraiment une différence flagrante entre la BCE et les autres banques centrales développées qui, elles, avaient adopté des mesures d'assouplissement monétaire très agressives sur la période. Et il a fallu attendre le 22 janvier 2015, après un très net affaiblissement des anticipations d'inflation, pour que le Conseil des gouverneurs annonce un programme massif d'achat de titres. Et le QE de la BCE, il a vraiment commencé en mars 2015. C'est vrai que cette vitesse de réaction ou ce manque de vitesse de réaction, plus précisément, a été souvent une critique récurrente pour la Banque Centrale Européenne, mais la Banque du Japon aussi, peut-être, a subi ces critiques à un moment. Entre le Whatever It Takes de Mario Draghi, alors qui entre comme président de la BCE en novembre 2011, de mémoire, le Whatever It Takes, c'est juillet 2012, le début des achats du quantitative easing version 1 de la BCE, c'est mars 2015. Il faut bien voir le temps que ça a pris pour la BCE de Mario Draghi de faire évoluer le logiciel et le mode de fonctionnement de la banque. Oui, tout à fait. Et donc, c'est notamment ça qui avait causé que l'euro était resté quand même très fort sur les années 2012-2013, malgré la crise de la zone euro, parce que justement, la Banque Centrale Européenne, elle tardait vraiment à prendre des mesures d'assouplissement. Alors après, une fois que le QE a été lancé, la BCE y a été vraiment très très fort. Aujourd'hui, la BCE, elle possède aux alentours de 5 000 milliards d'euros de titres, donc c'est quand même vraiment beaucoup. Alors après, pour suivre les achats de titres de la BCE, il a fallu se familiariser avec un paquet d'acronymes. Donc il y avait le SMP qu'on a cité tout à l'heure, le CBPP 1, 2 et 3, le PSPP, CSPP, ABSPP, PEPP. Alors, on avait un SMP donc, que j'ai cité tout à l'heure, qui avait été lancé sous Jean-Claude Trichet, qui a été d'une ampleur limitée. Mais alors, le QE lancé sous Mario Draghi, même s'il a été tardif, il a vraiment été très très important en taille, avec des achats de titres qui ont largement dépassé les émissions nettes des États. Et c'est ça qui a vraiment lourdement pesé à la fois sur les taux longs et aussi sur les primes de risque de crédit. Puis il faut aussi mentionner le PEPP qui a été lancé, lui, non pas sous Mario Draghi, mais sous Christine Lagarde, qui a été lancée pendant la pandémie de Covid pour empêcher l'effondrement de l'économie européenne. Mais là aussi, il a été, lui, vraiment très, très important en taille. Et alors tout ça, c'est
c'est relatif, comment dire, aux achats de titres de la BCE, mais la politique de bilan a été beaucoup plus loin que les simples achats de titres. Il y a aussi eu les opérations de refinancement de long terme. Et là, si on revient dans le temps, initialement, la BCE, elle refinançait les banques sur des maturités qui étaient très courtes et aussi sur des quantités qui étaient très limitées. Et avec Draghi, on était déjà passé à des LTRO de 3 ans, puis après on a eu les TLTRO, des opérations ciblées pour stimuler le crédit bancaire, et ça aussi, ça a eu un poids très important, une taille très importante dans le bilan de la BCE. Ce qui est intéressant, Bastien, pour montrer l'ampleur de la transformation effectivement menée notamment par la BCE de Mario Draghi, c'est qu'il y a eu ces digues qui ont sauté sur la politique de bilan avec effectivement l'effet d'accélération que vous avez signalé, et dans le même temps, les digues ont sauté également sur la politique de taux, parce que la BCE a été la première banque centrale à entrer et à rester en territoire de taux négatifs pendant longtemps. Oui, alors c'était peut-être pas la première à mettre en place des taux négatifs, mais en tout cas c'est celle qui est restée le plus longtemps avec des taux négatifs. Et là, il y a eu une vraie révolution. On avait un comportement de banque centrale vraiment classique au début, et après, à partir de juin 2014, on a eu le passage en territoire négatif. Alors, à l'époque, tout le monde pensait que ça allait durer relativement peu de temps, mais ça a duré quand même plus de 8 ans au total, soit un tiers de l'existence de la BCE, et c'est seulement en juillet 2022 que cette expérience de taux négatif, elle a pris fin. Et effectivement, c'est l'expérience de taux négatifs parmi les plus puissantes jamais réalisées par une banque centrale, parce que ces taux négatifs, ils se sont appliqués à des quantités de liquidités excédentaires qui étaient vraiment très importantes, et donc vraiment, ça a eu un impact sur l'économie européenne qui a été vraiment très très forte. Mais bon, le côté négatif, c'est que ça a plombé complètement les taux monétaires sur le long terme. Donc là, j'ai fait un petit calcul. Sur les 25 premières années de la BCE, le taux de dépôt en moyenne de la BCE, il a été à peine au-dessus de 0,8%, donc des taux qui ont été quand même très bas en moyenne sur les 25 premières années de vie de la BCE. Qu'est-ce qu'on peut dire des missions qui sont conférées aujourd'hui à la Banque Centrale Européenne, Bastien, sachant que sur le plan juridique, légal, le traité reste le traité, le mandat reste le mandat, mais on comprend bien effectivement que la BCE a ouvert son champ de mission à d'autres sujets que la stricte stabilité des prix. Alors, l'un des exemples vraiment forts, c'est celui de la supervision bancaire. Donc là, il a fallu avoir la crise financière de 2008, puis la crise de la zone euro pour que les missions de la BCE évoluent. Donc la BCE elle a commencé à participer au comité de Bâle dès 2010. Puis après, à partir de 2014, la BCE, elle a eu dans ses prérogatives des missions de supervision bancaire pour les banques les plus importantes de la zone euro. Et c'est quelque chose qui a perduré et qui va perdurer dans le temps. Donc, et ça, c'était pas du tout prévu au départ que la BCE joue ce rôle de superviseur bancaire. Donc ça fait partie de l'une des prérogatives supplémentaires qu'a acquise la BCE en cours de route. La question climatique également est de plus en plus discutée, débattue au sein des banques centrales. Et dans ce monde des banques centrales, on a le sentiment que la BCE de Christine Lagarde, cette fois, se voit comme pionnière en matière de politique monétaire adaptée, appropriée aux efforts nécessaires à la transition climatique. Oui, la lutte contre le changement climatique, c'est un sujet qui est vraiment très très récent pour les banques centrales. Et en fait, quand on fait un petit retour en arrière et qu'on regarde toutes les communications de la BCE, changement climatique, c'est un sujet qui n'avait été quasiment jamais abordé par les membres de la BCE jusqu'en 2018. Quand même assez récent, c'était il y a seulement 5 ans. Et tout a vraiment changé en 2018 parce que, si on se souvient bien, à l'époque, il y avait une sécheresse exceptionnelle qui avait asséché les fleuves en Allemagne, en fait sous les fenêtres de la BCE, et là c'est devenu complètement impossible à ignorer. Donc le premier à en parler à la BCE, ça a été Benoît Cœuré, qui était membre du directoire à l'époque, et qui a expliqué que les chocs climatiques, ils étaient comparables à des chocs d'offres
qui impliquait une croissance plus faible et une inflation plus élevée, ce qui pose donc un dilemme pour les banquiers centraux entre la stabilité de l'inflation et la stabilité de la croissance. Mais là où ça a vraiment changé, c'est sous la présidence de Christine Lagarde, parce que là, la BCE s'est beaucoup plus impliquée dans la lutte contre le changement climatique. Il faut quand même se souvenir que Christine Lagarde a qualifié la crise climatique de menace existentielle. Et c'est vraiment depuis la revue stratégique de 2021 que la BCE prend en compte explicitement les risques climatiques dans sa politique monétaire. Elle a par exemple soumis les banques européennes à des stress tests climatiques. Et elle a aussi commencé à intégrer des critères climatiques dans la gestion de son portefeuille d'obligations d'entreprise. Donc elle a un portefeuille d'obligations d'entreprise qui est important, qui a été constitué dans le cadre du programme qui s'appelait le CSPP. Et là, on se demande un petit peu ce qu'elle va faire maintenant, la BCE, par rapport à ce portefeuille-là, parce qu'elle avait commencé à tilter son portefeuille vers les entreprises à bon score climatique via les réinvestissements de titres qui arrivaient à maturité. Mais là, comme la BCE va passer à partir de juillet en full quantitative tightening, c'est-à-dire que tous les titres qui arrivent à maturité, elle ne va pas les réinvestir. Alors, on se demande comment elle va finir par verdir, entre guillemets, son portefeuille d'obligations d'entreprise. Peut-être que l'une des solutions, c'est qu'elle va devoir vendre des titres à mauvais score climatique pour acheter des titres à bon score climatique. Donc ça, on n'a pas encore vraiment de détails là-dessus. Et c'est comme ça que ça pourrait éventuellement se faire sur les mois qui arrivent. Gérer la question de la greenflation, Bastien, avec en plus les effets démographiques, du paquebot démographique qui sont en train de se faire ressentir à plein et qui mettent effectivement une grande partie de l'offre sous pression et peut-être de manière continue pour plusieurs années encore devant nous. Bastien, qu'est-ce que ça veut dire dans l'idée de l'objectif d'inflation que s'est fixé la BCE il y a 25 ans? Est-ce qu'il faut imaginer que dans les 25 prochaines années, cet objectif d'inflation sera nécessairement modifié? On va en parler, ça c'est sûr. Donc il y a déjà le sujet que vous avez mentionné, la transition climatique, la transition énergétique, qui va créer un surplus d'inflation. Et ça, il y a la membre du directoire Isabelle Schnabel qui en parle régulièrement. Elle parle régulièrement de la greenflation. Il y a aussi une inflation qui pourrait être structurellement plus élevée à cause des évolutions démographiques. On a déjà parlé dans cette émission, la population en âge de travailler en zone euro, elle baisse actuellement de plus d'1 million de personnes par an et ça va accélérer sur les années qui arrivent. Donc ça va causer des tensions sur le marché du travail. Donc ça, c'est de l'inflation en plus. Donc la question de la cible d'inflation, elle va se poser et c'est vraiment au Conseil des gouverneurs de voir comment il interprète le mandat de stabilité des prix, parce que dans les traités européens, on assigne à la BCE un mandat de stabilité des prix, mais ensuite c'est au Conseil des gouverneurs de voir comment lui il l'interprète. Alors récemment, Christine Lagarde, elle s'est montrée, c'était un petit peu étonnant d'ailleurs, ouverte à une hausse, à une augmentation de la cible d'inflation, peut-être à 3%, mais elle a surtout dit que c'est une question qui pourrait être posée une fois que l'inflation elle serait revenue à 2%, pour ne pas tricher, entre guillemets. Et donc, c'est un vrai sujet qui va arriver, mais peut-être quand même pas tout de suite, parce que elle indique que ça arrivera quand l'inflation sera à 2%. Actuellement, quand même, l'inflation est à 7% au niveau de la zone euro, donc c'est pas un sujet pour les mois qui arrivent non plus. Merci beaucoup Bastien, merci pour cet éclairage, cette mise en perspective sur ce quart de siècle de la Banque Centrale Européenne qui sera officiellement célébré le 1er juin prochain, dans une dizaine de jours. Bastien Dreux, responsable de la stratégie de la recherche économique de CPR Asset Management, avec nous par téléphone.